sans micro alors. Bienvenue à la première édition du Empowering Journey Summit. Ravi que vous ayez choisi cette première conférence pour entrer dans le sujet qui va nous occuper cet après-midi et cette soirée, à savoir l'égalité femmes-hommes en entreprise. Mais où en sommes-nous vraiment ? C'est la question que j'ai l'honneur de poser à nos deux expertes, Joëlle Letch et Marie-Christine Maéas, que j'invite à me rejoindre sur scène. Pour ma part, je m'appelle Jennifer Moreau, je suis référente à l'égalité pour le groupe CFL et donc j'ai le plaisir de modérer ce premier échange de 45 minutes. Voilà, merci. Joëlle, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous êtes psychologue du travail et entrepreneuse de vocation. Vous avez notamment cofondé une entreprise et plusieurs plateformes dédiées à l'égalité et à la promotion des femmes au Luxembourg. Votre engagement s'étend également au domaine sportif, où vous avez contribué à la mise en œuvre d'une charte pour l'égalité femmes-hommes dans le sport et à instaurer la Journée internationale du sport féminin. Vous êtes donc une figure de la lutte pour l'égalité femmes-hommes au Luxembourg, et ce, depuis plusieurs années. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous rappeler le chemin parcouru jusqu'à présent en termes d'égalité femmes-hommes au Luxembourg ? Alors effectivement, le chemin a été très lent, mais la bonne nouvelle, c'est que nous avançons. Si nous regardons un peu l'historique, effectivement, en 1912, il y a eu la création du premier lycée pour jeunes filles à Luxembourg, en fait initié par une figure emblématique de la société luxembourgeoise, Aline Mayerich de Saint-Hubert. Et puis en 1919, moment clé à Luxembourg, il y a eu l'introduction du suffrage universel et dans ce cadre, enfin, le droit de vote pour les femmes. Donc, en fait, je dirais même que le Luxembourg, à l'époque, était un peu en avance parce que si on regarde, en fait, les autres pays, Charles de Gaulle avait introduit, en fait, le droit de vote en France en 1944 et des pays comme, effectivement, la Suisse était un peu à la traîne et donc le droit de vote n'a été attribué qu'en 1971. Alors en fait, le droit de vote, finalement, a aussi rendu la possibilité aux femmes d'être éligibles. Et il y a eu l'institutrice Marguerite Thomas Clément, qui a été en fait la première femme députée, donc qui a siégé à la Chambre des députés jusqu'en 1931. On peut dire aussi que dans les années 20 et 30 au Luxembourg, il y a eu des actions, des mouvements féminins qui ont fait avancer le droit des femmes et également l'action sociale et la justice sociale. Puis il y a eu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et c'est vrai, dans les années 50, c'était vraiment pause, silence. Et enfin, dans les années 60, il y a eu un retour de plusieurs femmes dans la Chambre des députés ici à Luxembourg. En 67, il y a eu la première femme ministre, Madeleine Friedenkinen, qui était en fait ministre de la Famille et de la Jeunesse. Et d'autres femmes ont commencé à mettre en fait les pas nécessaires pour faire améliorer les choses et avancer les droits des femmes. Alors, il y a eu déjà une loi importante en 67, c'est la loi sur la coéducation des filles et des garçons. Parce qu'enfin, on commençait à aligner l'éducation des garçons et des filles. Et enfin, il n'y avait plus de lycées séparés par genre. En fait, moi, j'avais le plaisir d'entrer à cette époque à l'Athénée du Luxembourg, qui à l'époque était réservé uniquement en fait aux garçons. Donc, les choses ont évolué. Et il y a eu justement la libération des femmes, les fameux mouvements du 68 et dans les années 70, c'est qui a fait un pas très important. En 1972, il y a eu la réforme du Code civil, moment très important en fait pour l'égalité homme-femme au Luxembourg. Il y avait des femmes comme Colette Flèche ou Jeanne Rouff qui avaient fait les pas nécessaires pour justement faire avancer les choses. Parce qu'il faut savoir, à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit en fait de disposer de leur patrimoine, ni d'ouvrir par exemple un compte bancaire.
Et c'est uniquement en fait cette réforme du Code civil, cette égalité civile qui a permis à ce que la femme, finalement, la femme mariée, devienne enfin majeure. Puis il y a eu d'autres lois importantes, entre autres la dépénalisation de tout ce qui est l'avortement, donc l'interruption volontaire de grossesse, qui pour les femmes était un pas important parce qu'on sait que dans la clandestinité, il y avait quand même des femmes qui avortaient dans des conditions parfois très difficiles et surtout nuisibles à leur santé ou devaient partir à l'étranger. Donc c'était également un grand pas pour la libération de la femme. En fait, également une loi qui a été réformée à plusieurs reprises. D'autres lois, bien sûr, ont suivi, des lois justement dans le cadre du travail. Une loi en 81 qui a permis enfin aussi d'avoir une égalité de traitement au niveau du travail, l'accès à l'emploi, la formation, toutes les conditions de travail, la promotion en interne, qu'enfin on puisse travailler dans des conditions équivalentes hommes et femmes. Et puis dans les années 90, le Luxembourg a également innové. En fait, c'était le gouvernement de Jean-Claude Juncker qui, à l'époque, en favorisait la création du premier ministère de la promotion féminine. La ministre à l'époque, c'était Marie-Josée Jacobs. Et donc, en fait, ce ministère a permis de faire avancer également pas mal de choses, soit par des actions, soit également au niveau législatif. Et ce ministère, bien sûr, existe encore aujourd'hui, et je pense que nous tous nous en réjouissons. Un ministère quand même, au fil du temps, qui a changé de nom. En 2004, il s'appelait le ministère de l'égalité des chances, puis c'était le ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes, et aujourd'hui, il s'appelle, sous la tutelle justement de la ministre Yuriko Backes, ministère de l'égalité des genres et de la diversité. Donc, en fait, on voit que le changement de nom, justement, est toujours aussi un effet miroir de l'avancement de notre société. Et puis, par la suite, probablement, certains parmi vous ont pu profiter de l'introduction du congé parental. En 2000, il y a eu une loi aussi concernant la protection contre l'harcèlement sexuel. Et puis en 2003, une loi très importante parce que justement, elle a permis de lutter beaucoup plus clairement contre la violence domestique. Il faut savoir qu'en 2024, dans le monde entier, il y a 50 000 femmes ou jeunes filles qui sont justement victimes des féminicides. Et au Luxembourg, en 2024, il y a eu 287 expulsions de l'endroit domestique, donc de la maison, de l'appartement, dont la plupart étaient effectivement des hommes. Donc là aussi, ça nous nécessite encore beaucoup d'engagement et d'action. Et puis d'autres lois sont suivies, comme la loi sur l'égalité salariale, mais également une loi, probablement, je pense vous toutes, vous avez suivi il y a 2 jours un vote historique à la Chambre des députés ici à Luxembourg, avec justement maintenant l'intégration de tout ce qui est la loi sur l'IVG au niveau de la constitution luxembourgeoise. Donc le Luxembourg, c'est le 2e pays après la France dans le monde entier qui a en fait voté justement cette intégration dans la constitution. Voilà, pour clôturer, je souhaite quand même aussi honorer l'apport de toutes les organisations féminines qui ont permis justement de lutter pour les droits des femmes, de s'engager pour la justice sociale, de faire des actions concrètes. J'en ai noté quelques-unes, mais il y en avait beaucoup plus. Il y avait bien sûr les Sœurs optimistes, mais surtout aussi le mouvement de libération des femmes qui était constitué par des femmes juristes très connues à l'époque à Luxembourg, qui ont fait évoluer les choses dans les années 70. Et puis, en 75, la création du Conseil national des femmes, dont aujourd'hui j'ai l'honneur d'être la vice-présidente. C'est en fait une organisation fêtière qui regroupe 12 associations ici à Luxembourg et qui sert en plateforme de référence pour tout ce qui est partenariat avec les ministères, les nouvelles lois, où nous sommes amenés de donner notre avis, etc. Donc, en fait, une plateforme justement de discussion, de réflexion, d'inspiration importante.
Alors d'autres associations ont suivi, comme le site Femmes, mais également la Fédération des femmes chefs d'entreprise, qui était à l'époque en fait la première association de femmes dans le monde du travail qui s'est créée. À l'époque, j'avais le plaisir d'être membre fondatrice et première secrétaire, et bien d'autres ont suivi. Je ne vais pas les toutes énumérer, j'imagine vous en faites partie sûrement dans pas mal de ces associations. Donc aujourd'hui, les femmes travaillent aussi en réseau, ce qui est quelque chose d'important parce que ça permet d'échanger, de se consulter et ensemble de faire avancer les choses. Ensemble aussi avec les hommes sont nos partenaires, nos alliés, et je pense ensemble nous pouvons vraiment construire une société égalitaire qui permet d'avoir de la place pour les hommes et les femmes dans notre société. Merci beaucoup Joëlle. Et justement, alors du coup, quelles sont ces évolutions en termes d'égalité femmes-hommes dans la société luxembourgeoise et dans les entreprises plus particulièrement ? Alors effectivement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des évolutions. Si on regarde maintenant les dernières 50 années, les dernières 100 années, il y a des évolutions, mais nous sommes, je pense, encore loin de nos objectifs. Si on regarde par exemple la sphère politique, elle a beaucoup évolué par rapport à la présence des femmes. Donc aujourd'hui, quand même, si nous regardons la réalité en face par rapport aux 15 personnes membres du gouvernement, nous avons uniquement donc un tiers, donc 5 femmes ministres. Au niveau des députés, les dernières 20-30 années, le chiffre a également évolué dans le bon sens, mais regardons de nouveau la réalité en face, nous n'avons que 35 personnes donc féminines qui sont députées. La même chose dans la prise de décision dans les communes, donc il y a 20% de bourgmestres féminines, donc les chiffres sont en augmentation, mais je pense que c'est notre devoir à nous tous et toutes de faire ensemble les actions nécessaires pour que justement nous pouvons profiter des compétences, des qualifications des femmes et des hommes ensemble dans la sphère politique ou dans d'autres sphères. Alors pour continuer, regardons l'emploi. Les chiffres aussi au niveau de l'emploi ont bien évolué, c'est-à-dire nous avons aujourd'hui beaucoup plus de femmes sur le marché du travail, ce qui est une bonne nouvelle, je pense, pour l'économie, pour les femmes, pour notre société, mais il reste encore un certain taux, un certain écart au niveau du taux d'emploi. Donc les femmes qui restent encore un peu en retrait, surtout dû aux responsabilités familiales, aux stéréotypes ou éventuellement d'autres raisons. Donc on voit aussi que la durée de vie professionnelle des femmes est inférieure à celle des hommes. Ce qui pose quand même un problème après. Et nous constatons aussi au niveau du temps partiel des évolutions. Je dirais la bonne nouvelle, c'est que les hommes aussi choisissent aujourd'hui plus le temps partiel. Donc on voit les chiffres en augmentation. Aujourd'hui, il est à 8%. Il y a un peu plus d'un tiers de femmes aujourd'hui qui sont à temps partiel, soit pour justement des responsabilités familiales, d'autres pour la vie work-life balance. La seule chose qu'il faut considérer, le choix d'un temps partiel peut être quelque chose de bien agréable et positif, mais temps partiel veut dire aussi pension partielle. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup, surtout des femmes, avec une pension partielle, ce qui a quand même un risque de pauvreté au niveau des femmes par après. Alors, autre domaine, justement la prise de décision au niveau des entreprises, au niveau des conseils d'administration. Là aussi, nous voyons une nette amélioration vers plus de mixité au niveau des conseils d'administration. Vous regardez les chiffres, donc il a évolué de 27% à aujourd'hui 38%, ce qui est quand même une nette progression et ce qui permet justement de profiter des compétences féminines et masculines. Donc ceci, c'est le chiffre en fait des femmes dans les conseils d'administration des établissements publics comme la Banque centrale, la COC, le CHL, etc. Donc, c'est des choses qui sont en augmentation, en évolution, mais probablement pas encore à notre entière satisfaction. Alors, la présence des femmes dans les médias est également un sujet très intéressant. En tant que Conseil national des femmes, nous avons participé et collaboré au Global Media Monitoring Project, ensemble avec le site Femmes. Il se fait dans le monde entier tous les 5 ans.
Et donc, il a été réalisé pour la dernière fois l'année dernière. Et en fait, donc, durant un jour fixe, on va vérifier dans les médias écrits ou la télé, la radio, en fait, la présence des hommes et des femmes. Et en fait, les résultats, vous le voyez, il n'y a que 30% de femmes qui sont parmi les personnes évoquées ce jour-là dans les médias. Je dirais la bonne nouvelle pour le Luxembourg, c'est que nous sommes, heureusement, nettement au-dessus de la moyenne mondiale, qui n'est que 26%. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que la présence est en évolution. Il y a 5 ans, lorsque la dernière fois nous avons participé, donc en 2020, la présence des femmes n'était que de 25%. Donc voilà, je pense que la bonne nouvelle, c'est que toutes nos actions que nous sommes en train de faire, voilà, ça permet quand même de changer les mentalités. Une journée comme aujourd'hui, je pense que c'est une excellente démonstration, ce que ça peut amener et apporter et avoir de l'impact, mais il ne faut pas baisser les bras. Oui. Alors, le sport comme dernière sphère, donc effectivement au niveau aussi bien de la pratique sportive que dans la prise de décision dans le domaine sportif, eh bien encore aujourd'hui, les femmes sont moins représentées. Dans la pratique sportive, nous n'avons que 27% de femmes, donc sous forme de licence, alors que nous savons que le sport est très important pour la santé, pour le bien-être, pour le vivre ensemble. Et les chiffres sont encore moins bons pour la prise de décision où il y a uniquement 9% de femmes qui président une fédération sportive et 21% de femmes qui font partie d'un conseil d'administration d'une fédération sportive. Mais là aussi, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience et nous sommes en train d'avancer avec une charte d'égalité hommes-femmes dans le sport. Donc, on voit que les choses évoluent dans le bon sens. Voilà, ça c'est un peu les idées, les actions, les évolutions qui sont en cours. Merci beaucoup Joëlle. Donc j'imagine que vous restez pleinement mobilisée ici au Luxembourg dans les différents forums que vous avez mentionnés. Alors effectivement, il y a encore énormément de choses à faire. Je pense qu'il y a maintenant beaucoup de réseaux de femmes, mais aussi d'hommes qui y travaillent. Peut-être certaines actions que nous avons réalisées ces dernières années aussi en tant que Conseil national des femmes. J'évoque l'Orange Week. Je pense que la majorité probablement parmi vous connaissent bien, peut-être vous-même, où vos organisations participent. Donc l'objectif, c'est bien sûr la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, elle se déroule toujours du 25 novembre au 10 décembre. Et entre autres, il y a donc une marche solidaire, il y a des actions dans les entreprises, les institutions, et surtout aussi beaucoup, en fait, d'immeubles qui sont illuminés en orange, donc en signe de solidarité avec les femmes qui souffrent justement de violences domestiques. Alors, une autre action où j'ai eu le plaisir de l'initier avec quelques de mes collègues, c'est l'introduction au Luxembourg de la Journée internationale du sport féminin qui a eu lieu le 24 janvier dernier. C'est la 3e édition que nous avons faite et nous avons collaboré ensemble avec 20 communes. Donc dans les communes, il y a eu pas mal d'actions aussi justement pour sensibiliser sur le sujet, pour promouvoir le sport féminin et pour promouvoir également l'égalité hommes-femmes dans le sport. Donc c'est, je dirais, le cumul de toutes ces actions qui font avancer les choses. Et dernière action que je souhaite partager avec vous, parce qu'elle est d'actualité, justement au mois de mars, le Conseil national des femmes a lancé une action depuis 2009 qui s'appelle « Affichons l'égalité ». Peut-être dans vos communes, vous avez déjà vu que dans vos rues, elles ont aujourd'hui un double nom. Que votre rue, qui c'était peut-être la rue verte, s'appelle aujourd'hui aussi la rue Simone Veil ou la rue Aline Mayerich, parce que justement, nous encourageons au mois de mars, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, d'afficher en fait aussi un nom de femme, justement pour les honorer, mais surtout aussi pour les rendre visibles. Et là aussi, nous avons 29 communes qui collaborent avec nous à ce projet, ce qui permet justement de rendre toutes ces femmes courageuses, méritantes, visibles, ce qui est bien important parce que ça permet d'inspirer et de créer en fait des role models pour nos jeunes générations. Voilà, ça c'est quelques idées, je pourrais en continuer, mais je pense qu'il y a d'autres témoignages encore très intéressants qui vont suivre.
Écoutez, merci beaucoup Joël de nous avoir partagé ce panorama luxembourgeois de l'état de l'égalité femmes-hommes dans la société luxembourgeoise. Et félicitations, je pense qu'on peut le dire, pour votre engagement sans faille sur ces questions. Marie-Christine, voilà. Merci également d'avoir répondu présente aujourd'hui pour donc cette première édition du Empowering Journey Summit. Vous êtes ingénieur spécialisé en mathématiques appliquées aux problématiques industrielles, formé à la Harvard Business School. Depuis 2021, vous dirigez pour le groupe Forvis Mazars le Mazars Center for Diversity and Inclusion. Et vous êtes, depuis 2016, coordinatrice du think tank Les Ateliers Entreprises et Mixité by ESSEC. Et en 2025, vous avez été nommée au Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes en France en tant que personnalité qualifiée sur les sujets d'égalité professionnelle. Vous êtes donc une experte de l'égalité femmes-hommes en entreprise, et ce, depuis plus de 20 ans. Alors, la question qu'on vous pose aujourd'hui, c'est où en sommes-nous vraiment en termes d'égalité femmes-hommes en entreprise? Partagez-vous le constat de Joël que le chemin est encore long? Existe-t-il quand même des tendances positives? Et si oui, dans quel domaine en particulier et pourquoi? Merci Jennifer, merci pour l'invitation tout d'abord. Oui, il y a des raisons de se réjouir, je suis d'accord avec vous, et puis il y a des raisons aussi de s'inquiéter pour certaines évolutions qui sont un peu trop lentes. Et c'est ce dont je vais vous parler. Alors, se réjouir, on a cette loi en France qui nous permet d'être sur le podium dans le monde de la présence des femmes sur les conseils d'administration. Donc la loi Copé-Zimmermann avec cette multiplication par 6 entre 2004 et 2025 de la proportion de femmes dans les conseils d'administration. Donc ça c'est formidable. Hein. En 2011, quand la loi est arrivée, on pensait qu'elle n'existait pas, on ne les trouverait pas. Eh bien, on les a trouvées et aujourd'hui on est au-dessus de 45%. Donc ça c'est une bonne nouvelle. On a aussi des statistiques qui ne sont pas forcément très intuitives, c'est-à-dire qu'on a une proportion de femmes diplômées du supérieur, et ça c'est vrai dans les pays de l'OCDE, je ne parle pas de la France, donc c'est dans l'OCDE, c'est 55% en fait, c'est une majorité assez confortable de femmes diplômées du supérieur. Et si vous ajoutez à ça que les décisions d'achat, tout secteur confondu, hein, c'est pas juste... la nourriture et la santé, c'est également le choix de la voiture, de la couleur de la voiture, le choix final. Hein, ce sont des chemins de décision. C'est une majorité de femmes, l'ordinateur, les vacances, etc. Donc quand vous couplez ce chiffre-là avec les 55% de diplômés du supérieur, on réalise qu'il y a un marché qui est représenté par les femmes qui est en fait très, très important et que le monde économique et dont le monde économique devrait tenir compte. Alors ça, c'est moins drôle. C'est des études sérieuses et récentes qui montrent que 56% des interactions des enseignants, des professeurs des écoles se font avec les garçons de manière totalement inconsciente, évidemment. C'est aussi qu'on autorise davantage les garçons à interrompre une parole et on autorise également les garçons à prendre la parole sans lever la main, beaucoup plus que les petites filles. Donc si vous vous projetez, si on imagine plusieurs années de ces phénomènes, toute la scolarité, on peut facilement se projeter ensuite dans l'entreprise, et bien dans une prise de parole qui va être moindre chez les femmes de ce fait. Un écart d'argent de poche chez les petits garçons et chez les petites filles. Alors on se demande pourquoi, mais voilà, ça fait partie des chiffres qui vous font tomber de votre chaise parce qu'il n'y a évidemment aucune raison. Donc ce sont des stéréotypes. La statistique à droite, alors je ne veux pas vous plomber votre après-midi, mais ça aussi c'est vraiment pas drôle. C'est le niveau en mathématiques en arrivant donc au cours préparatoire, hein, c'est juste après l'école maternelle, il est équivalent entre les petits garçons et les petites filles. Et au bout de 4 mois de cours préparatoires, le niveau des filles chute d'une quinzaine de pourcents. Et c'est lié au fait, donc elles arrivaient avec un niveau légèrement supérieur même aux garçons, et là leur niveau en mathématiques chute.
Et donc ce sont des observations qui ont été faites en classe et qui montrent que les messages qui sont envoyés inconsciemment aux petits garçons et aux petites filles sont totalement différents. C'est-à-dire qu'on va associer succès en mathématiques à garçon. C'est-à-dire que si une fille a un échec sur un problème, sur un exercice, on va lui dire que ce n'est pas grave, tandis que le garçon, on va l'encourager. Voilà. Donc ça entraîne cet effet qui, je trouve, est vraiment triste. Voilà. Bon, ça n'est pas nouveau. Enfin, j'imagine que vous le savez, une très très faible proportion de métiers sont mixtes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, l'ensemble des possibles, que ce soit pour les garçons et les filles, est assez limité. C'est lié à des stéréotypes, c'est-à-dire qu'on va engager les garçons et les filles dans des voies différentes, limitant ainsi effectivement la probabilité de s'épanouir dans un grand nombre de possibilités. Alors, les biais dans le recrutement, compétences et diplômes, ce sont les principaux critères qui sont étudiés pour une femme. Et pour les hommes, le principal critère, c'est la motivation, comme si la compétence et le diplôme n'étaient pas questionnables. C'est fait évidemment de manière totalement inconsciente. Et puis, les recruteurs privilégient aussi le courage, la volonté, l'engagement pour un homme. Et chez une femme, on va mettre en avant son sourire et son amabilité. Je ne vais pas commenter. 33% des postes de direction en France sont occupés par des femmes. Aucune femme aujourd'hui n'occupe dans le CAC 40, c'est-à-dire les 40 premières sociétés françaises, aucune femme n'est PDG. PDG, c'est-à-dire allie le rôle de présidente et de directrice générale. On a 19 hommes qui ont ce poste. 2 femmes sont présidentes du conseil d'administration et 5 femmes seulement sont directrices générales. C'était 4 jusqu'à récemment, ça a été 4 longtemps, et une qui a remplacé le directeur général de Sanofi vient d'arriver. Donc c'est très faible hein, quand on parle de la loi Rixin qui amène davantage de femmes sur les comités exécutifs. Il y a quand même un plafond de verre qui fait que ces femmes-là n'arrivent pas au sommet, elles ne deviennent pas numéro 1 en réalité. Alors ça, bon, c'est intéressant également, 200 heures de travail non valorisable. Qu'est-ce que c'est le travail non valorisable? C'est organiser le pot de départ, c'est organiser le cadeau pour la naissance du collègue, c'est organiser le team building, etc. Donc ça fait au bout du compte énormément d'heures passées par les femmes par rapport aux hommes. Donc ça fait 1 mois de travail supplémentaire par an. Les fonds levés, alors ça c'est quelque chose qui est général, vous en avez parlé un petit peu Joël. 5% seulement des fonds levés en France le sont par des startups dirigées par des femmes. On partage ça avec nos voisins anglais et allemands. À tel point que certaines femmes, je ne sais pas si certaines d'entre vous sont familières avec le milieu des startups, mais certaines femmes ont pris un nom d'emprunt masculin pour signer leurs emails et recevaient plus de réponses. Alors oui, parce qu'il y a aussi le fait qu'on ne répond pas aux emails des start-upeuses, et donc certaines femmes ont commencé à faire ça, ou alors ont pris des prénoms comme Dominique, voilà, qui pouvaient laisser un doute sur leur identité. Donc ça ne bouge pas. On a un collectif en France qui s'appelle Sista, qui travaille beaucoup là-dessus, et ce pourcentage ne bouge pas. Ça, c'est un chiffre également qui est assez inquiétant, c'est-à-dire le niveau de confiance chez les femmes d'accéder aux fonctions exécutives chute de 50% au bout de 2 ans dans l'entreprise, tandis que chez les hommes, il ne chute que de 10%. C'est-à-dire qu'il y a moitié moins de femmes qui ont confiance dans leur capacité à atteindre les fonctions exécutives. Et là, évidemment, c'est fait de manière bien sûr totalement inconsciente, mais c'est que les messages qui sont envoyés aux hommes et aux femmes ne sont pas les mêmes, ou alors la prise de conscience des freins arrive assez vite. Alors le sexisme, donc 80%, on a un baromètre du sexisme en France qui est publié chaque année par le Haut Conseil à l'égalité. Donc 80% des femmes salariées régulièrement confrontées à des attitudes
ou décisions sexistes, avec une proportion très importante d'hommes et de femmes qui ne savent pas vraiment quoi faire. En fait, il n'y a pas de pas suffisamment, ça commence à venir, mais pas suffisamment de sensibilisation à que faire si on est confronté à une situation sexiste, soit comme témoin, soit comme victime. Et alors, voilà, les victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics, 80% de femmes en France ont déjà été, c'est énorme. Et enfin, alors là, ça va vous parler, les transports en commun, le monde du transport, 87% des femmes en France ont déjà été victimes de harcèlement, d'agression sexuelle ou de viol. 80% des femmes font la cuisine et le ménage au moins 1 heure par jour, et contre 36% des hommes. C'est un chiffre qui évolue avec les couples des générations Y et Z, évidemment, mais c'est un chiffre qui est encore très important. Et pour terminer, enfin, c'est pas tout à fait la fin, mais ça, c'est un chiffre qui m'a, moi, beaucoup étonné, moins 16% de niveau de vie, donc une baisse de niveau de vie de 16% des femmes l'année suivant la rupture, sachant que chez les hommes, c'est 2,5%, donc quasiment aucune perte de niveau de vie. Ça s'explique par, malgré le fait qu'il y ait pension alimentaire, etc., que les femmes ont souvent plus de temps passé avec les enfants, soit parce qu'elles ont davantage la garde, soit parce que ça s'organise comme ça souvent, et qu'il y a tout l'ensemble des faux frais liés à l'éducation, etc., le soin porté aux enfants, qui ne vont finalement pas être chiffrés dans la pension alimentaire, dans la pension de réversion, etc., sur le système. Et donc, ça crée une baisse de niveau de vie chez les femmes beaucoup plus importante. Et pour terminer, parce que j'avais envie de vous montrer un peu un ensemble de chiffres, pas tous très marrants, je vous l'accorde, mais tout au long de la vie. Et donc, ça revient à ce que vous disiez, Joël, 41% d'écart moyen de droit direct de retraite, c'est lié évidemment à ces métiers, notamment soit les temps partiels, soit des professions qui de toute façon sont moins rémunérées. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir partagé ce bilan très riche, Marie-Christine, et je suis sûre qu'il y aura aussi des questions et réactions de la salle. Mais ces chiffres donc montrent pourquoi il y a des fois des avancées et pourquoi d'autres avancées sont bien longues dans certains domaines. Ma question à vous, ce serait de savoir, mais finalement, quels sont ces derniers freins qui existent et qu'il faudrait lever pour accélérer justement l'égalité femmes-hommes en entreprise, selon vous? Alors, il y en a plusieurs, mais pour moi, l'important, il se situe vraiment dans la direction des entreprises. Alors, je ne vais pas mettre trop de pression aux dirigeants et dirigeantes qui sont ici, mais je pense qu'une bonne partie de la recette se trouve là. Et c'est cette recette, enfin, c'est l'engagement des dirigeants et des dirigeantes qui va permettre de passer de l'intention. Je pense que l'intention, elle est là pour celles d'entre vous et ceux d'entre vous qui êtes là, qui vous intéressez à la question. On sait qu'il y a du travail qui est fait depuis 25 ans, des initiatives mixité. Donc l'intention, elle est clairement exprimée. En revanche, on n'est pas encore passé à l'ingénierie, au détail, à la mécanique du sujet. Et vraiment, alors on voit davantage de dirigeantes et de dirigeants qui commencent à s'engager, à prendre la parole, etc. Encore insuffisamment, je pense. Et ça permettrait en fait l'engagement des dirigeants de donner finalement l'autorisation à l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices de le faire, et notamment aux hommes qui représentent encore la majorité des instances dirigeantes. Et alors, je fais une petite parenthèse sur les hommes, mais c'est vrai que si on en vient à quelque chose qui est plus précis que simplement l'intention, eh bien, on peut engager les hommes à devenir mentors ou sponsors. Alors moi, je crois beaucoup aujourd'hui... si on parle des derniers freins pour l'accession des femmes aux instances dirigeantes, pour ne parler que de ça, le mentorat ou le sponsorat, c'est-à-dire vraiment l'accompagnement, c'est celui qui va ouvrir des portes, qui va penser à
à une femme pour une nomination, c'est vraiment poser des gestes très concrets. C'est pas juste dire je suis pour l'égalité ou pour la mixité. Ça va être des hommes, alors des femmes ou des hommes, mais parlant encore d'une majorité d'hommes dans les instances dirigeantes, des hommes qui vont être ambassadeurs ou garants du changement des process, du changement des règles du jeu, du changement des normes, parce que c'est comme ça finalement qu'on va rentrer dans l'ingénierie, qu'on va rentrer dans les détails de ce qui se passe, des changements dans les process et des normes de recrutement. On a regardé un petit peu les biais, donc comment s'assurer qu'il y ait des shortlists qui soient équilibrés, comment s'assurer qu'il n'y ait pas de biais, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas chez une femme davantage son sourire que ses compétences, par exemple. Ça, ce sont des petites sensibilisations qui peuvent être faites de manière sans coût et de manière extrêmement efficace. Des collaborateurs aussi qui vont être garants du respect de la prise de parole des femmes. Ça, c'est un frein qui est encore très important. Comment fait-on pour que... alors, ce sont des études qui le montrent, hein, ce n'est pas juste des discussions du café du commerce, mais les études montrent que les femmes se font davantage couper la parole, accaparer leurs propos, reformuler leurs propos, que des conciliabules se forment lorsqu'une femme prend la parole, que ce n'est pas le cas pour un homme. Et tous ces moments-là, ce sont des moments qui font carrière. Les réunions, les prises de parole, je parlais du recrutement. Il faut en fait s'attaquer à tous ces moments qui font carrière. Et si on parle de la prise de parole, ce sont des choses assez simples hein, que certaines entreprises commencent à faire maintenant, qui sont de former à ce qu'on appelle la conduite de réunions inclusives. Interdiction de couper la parole, interdiction de reformuler, interdiction de s'accaparer un propos, interdiction des conciliabules. Donc, on pourrait dire que les réunions, c'est assez anecdotique, ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment très important. Et puis, c'est l'attribution. Donc, comment on fait en sorte que les hommes soient aussi garants, ambassadeurs de l'attribution des postes clés. Donc, l'attribution des postes avec un PNL. Ce n'est pas juste les fonctions support, c'est vraiment les postes qui sont les vrais postes du pouvoir, c'est les postes avec un PNL. Donc, comment on s'assure, comment on trace qui a quoi, qui a quel poste. Et puis, les évaluations de performance, on a étudié au think tank que je dirige et on va publier bientôt les résultats sur les biais qu'il y a dans les évaluations de performance. On a recensé 38 biais de genre qui sont tous au détriment des femmes. Donc, les évaluations de performance, c'est vraiment pour moi une zone blanche, une zone qui est très très peu exploitée et qui est un véritable fléau. Quand vous parliez des freins, c'en est un énorme. Et puis enfin, alors je reparle des hommes, mais tout le monde en fait, qui soient des ambassadeurs et des garants de l'égalité domestique et parentale, c'est-à-dire qui soient garants du fait que la charge mentale chez les femmes, qui est l'autre frein et l'autre fléau, eh bien, ne continue pas d'être un fléau. Et pour cela, eh bien, il y a des solutions, on pourra peut-être en reparler, qui existent pour alléger la charge mentale des femmes. Et pour terminer, on voit dans tout ça que finalement, en faisant tout ça, qu'est-ce que l'on fait ? On fait en sorte que ces freins dont on parle, leur résolution ne soit pas la responsabilité des femmes, mais soit la responsabilité des organisations. C'est aux organisations, alors les femmes, on peut apprendre à ne plus se laisser couper la parole et des choses comme ça. On peut faire des petites choses, mais on ne va pas changer la manière de fonctionner des organisations seules. C'est vraiment aux organisations de prendre leurs responsabilités. Merci beaucoup. Vous vouliez rajouter quelque chose? Sinon, on ouvre aux questions-réponses. D'accord, je peux peut-être ajouter justement aussi un peu de regard encore au Luxembourg. Donc voilà, par rapport à ce que vous venez de dire, Marie-Christine, justement, vous avez dit un terme important, c'est l'action. C'est-à-dire que dans une entreprise, on est vraiment dans l'action. Et au niveau du ministère de l'égalité des genres et de la diversité, mais donc depuis 20 ans au Luxembourg, en fait, sont encouragées des actions positives dans les entreprises. Probablement, beaucoup parmi vous le connaissent. C'est-à-dire qu'on encourage
encourage vraiment les entreprises à aller vers une action concrète concernant l'égalité hommes-femmes. Et ces actions sont également accompagnées. Ça permet à l'entreprise de regarder un peu ses processus, soit au niveau du recrutement, soit au niveau de l'évaluation, soit à toutes sortes de niveaux, justement, pour mettre en place une certaine sensibilité, des formations, mais aussi des objectifs précis vers quoi est-ce que nous souhaitons évoluer et quelles sont les actions que nous souhaitons mettre en place pour justement améliorer les choses. Voilà, je voulais justement ajouter encore ce petit regard. Oui, merci d'avoir mentionné le programme Action Positive, en effet. Il nous reste un peu plus de 5 minutes pour échanger. Donc, si vous avez des questions à poser à nos expertes aujourd'hui, n'hésitez pas à nous faire signe. On a un micro en plus que nous pouvons vous donner afin que vous soyez entendus et traduits par les interprètes dans la salle. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par rapport aux chiffres que vous avez entendus, les freins, les actions positives, si vous voulez partager aussi une expérience vécue dans votre entreprise, avec très grand plaisir. D'autres questions? Barbara, merci. Bonjour, merci pour vos interventions, c'est extrêmement intéressant. J'avais une question à l'attention de Madame Maes. Vous avez mentionné la loi Copé qui a permis en France à augmenter le nombre de femmes dans les conseils d'administration. Il y a quand même toujours une question au sujet de ce type d'obligations. Et les avis sont très partagés. Est-ce qu'on peut déjà tirer un bilan? Est-ce qu'il y a des comparatifs aussi avec d'autres pays? Est-ce qu'on est obligé de passer par ces choses-là pour faire avancer les choses? Je pense que c'est un vrai sujet, parce que c'est un sujet qui peut aussi crisper les discussions entre hommes et femmes, dans l'entreprise en tout cas. Oui, le mot quota peut parfois être perçu comme un gros mot. Moi, personnellement, je suis contre les quotas. Si on pouvait s'en passer, et je préférerais qu'on puisse s'en passer. Alors, deux choses. Premièrement, on peut appeler ça autrement aussi. On peut appeler ça objectif, et tout à coup, quand on parle d'objectif, ça fait moins peur, ça fait moins gros mots, et c'est beaucoup plus acceptable. Il y a une sorte de blocage sur le quota. Les femmes aussi, les femmes qui ont du mal avec l'idée d'être perçues comme femmes quota. Moi, quand j'entends une femme dire qu'elle ne veut pas être femme quota, je la comprends, et j'ai tendance à lui dire c'est pas grave, ça te passera. À partir du moment où on sait qu'une femme est promue dans le cadre d'une loi, mais avec toutes les compétences qui sont nécessaires, il n'y a pas de complexe à avoir sur le fait d'y être entré grâce à une loi. C'est embêtant. On préférerait s'en passer. Mais alors, pour revenir au début de votre question, oui, en fait, alors j'ai une statistique là-dessus qui le montre, qui paraît chaque année, qui est publiée par le Global Summit of Women, qui est un des grands rassemblements avec le Women's Forum, qui lui est animé par Irène Natividad, une américaine qui suit vraiment les statistiques dans tous les pays du monde sur pays avec quota ou pays sans quota. Et donc le chiffre, je ne l'ai pas montré ici, le chiffre est assez clair. Il y a en fait on passe du simple au double entre les pays qui n'ont pas de quota et les pays qui en ont, dans la présence des femmes dans les conseils d'administration. Donc l'effet, il est radical. Voilà, les mathématiques, la mécanique jouent et est à peu près implacable. Mais voilà, on peut aussi se dire que c'est un passage. Peut-être qu'en France, étant donné les niveaux où on est arrivé, on peut imaginer qu'il y a une habitude qui est prise et qu'on ne retournera jamais en arrière. J'imagine mal qu'on puisse revenir en arrière et peut-être qu'on va pouvoir se passer de cette loi bientôt. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'on a donc eu la loi Copé-Zimmermann sur les conseils d'administration et on imaginait
qu'il allait y avoir une conséquence dans les comités exécutifs. En conséquence de la présence de femmes dans le conseil d'administration, eh bien, plus de femmes dans le conseil d'administration allait vouloir dire plus de femmes dans les comités exécutifs. Et en fait, ça n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que les femmes qui sont entrées dans les conseils d'administration ont gonflé les statistiques, mais très souvent n'étaient pas patronne du comité de nomination, par exemple, ou tout simplement présidente du conseil d'administration. C'est en train de changer, hein, mais sur 7-8 ans, on a fait l'observation que les statistiques dans les comités exécutifs ne bougeaient pas. Et c'est pour ça qu'on est passé à la loi Rixin, donc 2021, qui, elle, est venue imposer un quota sur les comités exécutifs. Et on vient de fêter là, le 1er mars le premier palier qui était donc de 30% de femmes dans les comités exécutifs pour les entreprises de plus de 1000 salariés. Alors là aussi, on nous disait on ne va pas les trouver. On les a trouvés, figurez-vous. Et donc, on est arrivé au premier palier de 30% et le deuxième palier sera de 40% en 2029. Alors, avec les imperfections, avec des imperfections, à savoir que pour l'instant, c'est essentiellement dans les fonctions support que les femmes, on a encore très peu de femmes avec justement des PNL, des business units et des choses comme ça. Mais moi, je suis confiante que l'habitude va se prendre et que je vois difficilement un retour en arrière et donc peut-être cet optimisme qui veut qu'on pourra peut-être se passer des lois. Je peux peut-être compléter certaines informations. En fait, à l'époque, en 2008-2010, c'était en fait la vice-présidente de la Commission européenne, Viviane Reding, qui avait mis en fait ce sujet sur l'ordre du jour, discuter en fait avec les entreprises sur le plan européen sur la nécessité de mettre en avant justement soit des quotas, soit une forme en fait aussi contraignante d'obliger les entreprises à avoir en fait une mixité au niveau des conseils d'administration. Finalement, suite à toutes ces décisions, les entreprises sont engagées avec de la bonne volonté pour faire avancer la mixité. On voit qu'au niveau de la bonne volonté, ça avance, mais je pense que ce n'est pas encore génial. Et je rejoins tout à fait Marie-Christine, nous aussi, on évite le mot quota, parce que je pense que c'est négatif beleucht. Donc, utilisons plutôt des mots comme objectif, comme parité, comme mixité. Et je pense finalement, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir utiliser les compétences féminines et masculines et de faire un travail ensemble, en collaboration. Et donc, je donne peut-être en exemple la politique à Luxembourg. Donc, nous avons une loi qui a obligé les partis politiques à nommer 40% de femmes sur les listes électorales. Alors, on a vu que, suite à cette loi, cette décision, que justement, il y a eu plus de femmes élues. Donc, ça apporte quand même quelque chose. C'est parfois un peu contraignant. Ça peut, pour les uns, être positif. Pour les autres, c'est parfois un regard critique. Mais en tout cas, je pense que c'est ça notre objectif. Est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça apporte quelque chose? Et justement, au niveau de tout ce qui est maintenant élection, on a vu que ça fait quand même avancer les choses. Lentement, mais on y va. Et pour compléter, Joël, peut-être en fait dans les recettes qu'on observe depuis maintenant, on a du recul, 15, 20, 25 ans selon les sujets. En fait, ce qu'on observe, c'est que ce qui fonctionne, c'est de faire reposer la mixité sur plusieurs piliers. La contrainte, c'en est un, mais on ne peut pas uniquement utiliser la contrainte parce que l'être humain est ainsi fait qu'il n'aime pas être contraint et en tout cas il peut avoir des positions de recul. Donc c'est allier la contrainte, soit donc objectif, target, on appelle ça comme on veut, quota, mais il faut accompagner ça avec de la pédagogie, de l'exemplarité, de la communication et puis du reporting, donc des tableaux de bord, une vision très très claire de là où on en est, sans parler d'actions sur les process eux-mêmes, comme on en a parlé un peu plus. Donc vraiment faire reposer le succès sur un ensemble de piliers dont la contrainte fait partie. Un grand merci
Merci beaucoup. Nous sommes arrivés déjà à la fin de cette première mini-conférence. Donc les faits, les chiffres, les exemples concrets présentés nous ont permis, je pense, de tirer un premier bilan et à prendre encore plus conscience de l'importance de rester engagé et d'accélérer notre Empowering Journey. Merci beaucoup et bonne soirée.